Ok, let's go. Donc, cette semaine, il faut qu'on avance pas mal pour que vous ayez donc les outils pour faire le DM. On va finir le chapitre 3. L'ambition, c'est de finir le chapitre 3, de faire le chapitre 4 et de commencer le chapitre 5. Yes, mais il est court le chapitre 4. Ok, donc le chapitre 3, c'était sur l'espace... c'était l'espace vectoriel tangent. Donc je ne reviens pas sur les détails. On a défini l'espace vectoriel tangent en un point P, tangent à la variété, en un point P. Et donc ça, c'est l'ensemble des vecteurs qu'on a introduits à travers la notion de vitesse d'une courbe. Le point P étant l'endroit où la courbe... Enfin, un endroit par où passe la courbe à une certaine valeur du paramètre. Et ça, je vous rappelle qu'on a défini par son action sur les fonctions f appartenant à C infini de m, donc les fonctions différenciables sur la variété. C'est pour ça qu'on a besoin d'une structure différentielle, sinon ça n'a même pas de sens. Et donc ça, c'est simplement f rond gamma prime au point, on va dire au point lambda 0, auquel le point P est atteint, la valeur du paramètre. Ok. Ensuite, de là, on a vu que c'était un espace vectoriel de dimension n, ça c'était très important, je l'avais souligné. C'est la même dimension que la dimension topologique, c'est des choses différentes pourtant. Hein, il y en a une, c'est une dimension... le lien le fait que la variété est localement homéomorphe à Rn, et ça, c'est le fait que c'est un espace vectoriel dimension n, donc il y a, c'est la dimension algébrique, les bases ont n éléments. Alors justement, on avait identifié des bases particulières dès lors qu'on se donne une carte UX autour du point P. Alors, parmi toutes les fonctions, toutes les courbes dont on peut prendre les vitesses, il y a les courbes coordonnées parcourues au rythme de la coordonnée elle-même, la coordonnée, donc la projection dans la carte Rn, et donc on peut sortir des vitesses particulières qui sont précisément les vitesses de ces courbes coordonnées qu'on note donc d sur dxi au point P. Donc c'est toujours pareil, hein, la vitesse est une dérivée directionnelle, donc dans la direction du vecteur en question, c'est comme ça, c'est ça qui définit le vecteur. Et donc il y a des bases particulières qui sont données par les cartes. Si on change de carte, on change de base, et du coup, si on change de base, évidemment, le même vecteur se décompose différemment sur la nouvelle base. Et on avait vu comment passer des coordonnées, donc si j'ai un vecteur V, comment passer des coordonnées de ce vecteur dans la base associé à la carte X, pardon. Donc voilà les coordonnées en question, mais je peux exprimer le même vecteur dans la... Alors, vous vous rappelez la sommation d'Einstein, je mets les sommes ici, dans la base de vecteurs associés à une carte Y, j'aurai donc... Voilà. Donc je peux décomposer un vecteur d'une infinité de façons sur une infinité de bases possibles. Et si je prends donc une base associée à la carte X ou une base associée à la carte Y, eh bien j'ai une transformation des coordonnées et des vecteurs de base. Et donc comme on l'avait rappelé dans le cas tout à fait général, quand on a fait cette annexe sur l'algèbre multilinéaire, on peut passer de la base X à la base Y, en disant donc D sur DY, J là-bas, égale... Alors, ça c'est la façon habituelle de faire les dérivées partielles enchaînées. Si les Y dépendent des X, donc ça fait dx
I sur DYJ au point P fois D sur D rond X I toujours au point P. Donc voilà la matrice, entre guillemets, enfin, oui, de changement de base pour passer des D sur DXI au D sur DYJ. Et ce qu'on a vu, mais c'est évident, ça a pris une ligne, c'était à la toute fin, c'est que ce changement de base induit un changement de coordonnées qui est évidemment l'inverse. Et on a, dès lors, en fait, on a V dans la nouvelle base, disons, VJ, les coordonnées de V dans la base Y, qui se déduisent des coordonnées de V dans la base X. Comment ? Eh bien, par la matrice inverse, qui n'est rien d'autre que DYJ sur DXI au point P. Et donc, la matrice des DXI sur DYJ, c'est la matrice inverse des DYJ sur DXI. On avait parlé de jacobien, enfin, quelqu'un avait prononcé le mot, peu importe le terme. Et donc, c'est la matrice inverse. C'est pour ça qu'on parle d'indice contravariant, parce que les coordonnées se transforment à l'inverse des vecteurs de base eux-mêmes. Bon, tout ça est très clair, enfin j'espère. Et le petit truc mnémotechnique, c'est que pour passer aux coordonnées, aux nouvelles coordonnées, si l'indice est en haut, on met la nouvelle base en haut. Si l'indice est en bas, on met la nouvelle base en bas. Bon. Enfin, c'est évident, quand on l'écrit, ça prend une ligne. OK, donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement passer à l'espace... alors, jusqu'où je peux aller? Là, c'est bon encore? Ouais. OK. Donc, on va passer à l'espace vectoriel. Enfin, c'est dans le même chapitre, mais l'espace... Je ne sais pas quel numéro on est. L'espace vectoriel cotangent. Donc, par définition, donc on le note T étoile P M. Et par définition, cet espace vectoriel cotangent, c'est tout simplement le dual de l'espace vectoriel tangent. OK. Autrement dit, ces éléments sont l'ensemble des formes linéaires sur TPM. L'ensemble des formes linéaires sur TPM. OK. Alors on va aller très vite parce qu'on a déjà fait ça dans le rappel sur l'algèbre multilinéaire. C'est toujours le cas. En tout cas, on est en dimension finie, donc il n'y a pas de difficulté là-dessus. Si TPM est de dimension n, eh bien, de la même façon, T étoile PM est de dimension n. Et il y avait la notion de base duale associée à une base particulière. Vous vous rappelez, c'était le epsilon i qui est appliqué enfin, le vecteur de la base duale epsilon i appliqué au vecteur de la base EJ, ça donne delta ij. Okay, ça fait un nombre. Bien sûr, c'est une forme linéaire, hein, donc ça prend un vecteur et ça fait un nombre. Donc, tout ce qu'on a dit dans le cadre général s'applique évidemment ici, mais ce qui va être intéressant, c'est que d'un point de vue physique, en fait, les éléments de la base duale, les éléments en général de T étoile PM, mais en particulier les éléments de la base duale, ont un sens physique important. Là, qui est lié à la notion de gradient. Et donc, on va introduire maintenant la notion de gradient, le gradient d'une fonction. Et en fait, ce gradient, on tourne autour depuis le début. Hein, quand on a introduit la perspective
que la géométrie différentielle donne sur les vecteurs, hein, on a rappelé la définition du gradient ordinaire. Donc je vais mettre des guillemets. Si on a une fonction f définie dans l'espace, la définition ordinaire du gradient, c'est df égale grade de f scalaire dr. Il faut rappeler de ça. C'est ce que vous avez toujours fait. Ce qu'on a dit, nous, c'est que le problème, c'est que dr, ça ne veut rien dire, parce que ça, c'est un vecteur d'espace, c'est un petit élément d'un petit déplacement, et un vecteur de déplacement, ça n'existe pas si on n'a pas une structure vectorielle affine sur l'espace en question. Donc on ne peut pas faire ça, mais ce qu'on a vu, c'est que, en fait, si on regarde, donc ça, c'est la variation d'une fonction qui est définie dans l'espace, et ça nous dit comment cette fonction est modifiée si on se déplace d'un certain dr. Et nous, ce qu'on a dit, c'est OK, on ne peut pas définir des dr, mais on peut définir des directions, des vitesses à laquelle on va dans une certaine direction, justement en regardant comment se modifient les fonctions quand on va dans cette direction. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que si on se déplace le long d'une courbe avec un paramètre lambda, on a écrit ça, quoi. On a écrit... Wow, je vais le remettre avec dt. df sur dt, je note nabla pour le gradient scalaire dr sur dt. Et ça, c'est v. Et donc, en fait, on a v scalaire nabla f. Et ce qu'on a dit, c'est que, bah, du coup, on a appelé tout ça la vitesse. Parce qu'ici, donc, il y a besoin d'un déplacement qui n'a plus de sens sans structure affine, et on a besoin d'un produit scalaire qui n'est pas défini non plus, mais ce n'est pas grave, si on appelle tout ça la vitesse, eh bien on peut quand même récupérer la notion de direction et de vitesse à laquelle on se déplace, c'est-à-dire par unité de paramètre le long d'une courbe. Donc ça, c'était vraiment notre logique sous-jacente, mais vous voyez que le gradient, du coup, il est là, et il est lié à la variation de la fonction f. Alors, ce qu'on va introduire maintenant, c'est une notion de gradient qui ne fait pas intervenir ça, qui est définie directement. Donc, gradient d'une fonction. Alors, d'une fonction c infinie, on a toujours affaire à des fonctions lisses, évidemment, pour prendre... le gradient, ça reste une notion de dérivée. Ici, c'est une dérivée directionnelle dans la direction d'un certain vecteur, mais vous voyez que l'idée du gradient, c'est que ça vous dit... En fait, ce que vous voyez là, c'est que si vous faites le gradient scalaire, le déplacement, vous avez la variation de la fonction. Encore une fois, déplacement, ça ne veut rien dire, et scalaire non plus. Mais ce que vous voyez, c'est qu'on peut regarder ça comme l'application du gradient à un vecteur. C'est-à-dire, vous avez une fonction qui a un certain gradient. Si vous lui dites « je vais par là », alors voilà de combien la fonction va varier. Donc en fait, vous voyez que le gradient, c'est quelque chose qui, si vous lui donnez un vecteur, ça vous donne une variation. Eh bien, c'est exactement comme ça qu'on va définir le gradient d'une fonction c infinie sur m, par définition, et on va le noter df. df, c'est une fonction qui, si on lui donne un vecteur, ça nous dit comment la fonction varie dans la direction de ce vecteur. Si on lui donne un autre vecteur, la fonction varie autrement, exactement comme on a l'habitude de le voir. Et n'oubliez pas les guillemets ici. Hein. Donc, ça va être une fonction qui va prendre un vecteur, donc de TPM, et qui va donner quoi? Eh bien, qui va donner un nombre, c'est-à-dire de combien la fonction varie quand on l'applique à ce vecteur. Hein. On garde vraiment la même idée. Et donc, immédiatement, vous voyez que df, c'est un élément de TPM étoile, évidemment. C'est un truc qui prend un vecteur et qui fait un nombre. Donc, c'est une forme linéaire sur l'espace des vecteurs, sur l'espace vectoriel tangent. Donc, un vecteur x, on associe donc df de x. Et comment on définit df de x? Exactement... je vais peut-être le noter, oui, si on le note généralement x, le vecteur, je peux peut-être le noter v. Je vais le noter v. Parce que vous vous rappelez qu'un vecteur, en fait, c'est une vitesse de courbe.
Puis V en plus, ça fait vecteur, donc tout va bien. Donc à un vecteur V, on associe un nombre qui va justement être l'application du vecteur sur la fonction. Un vecteur, vous vous rappelez, parce qu'on a rappelé, c'est un truc qui prend une fonction qui fait un nombre. Quel nombre? La dérivée de la fonction dans la direction du vecteur à la vitesse de la courbe, enfin avec la vitesse de la courbe. Donc en fait, vous voyez qu'on retourne en quelque sorte l'idée, le vecteur appliqué à une fonction, ça donne la dérivée de la fonction dans la direction en question, et le gradient de la fonction, c'est un truc que, exactement comme là, c'est un truc tel que si on lui donne une vitesse, ça nous dit de combien varie la fonction. Donc ça donne la dérivée directionnelle de la fonction. Donc en fait, cette définition est totalement naturelle. df appliqué à un vecteur, c'est le vecteur appliqué à la fonction. Donc ça donne la dérivée directionnelle de f quand on parcourt la courbe dont v est la vitesse. Et ce qu'on a vu, c'est que tout vecteur est la vitesse d'une certaine courbe. La vitesse de plein de courbes différentes, mais peu importe. Il y a une classe d'équivalence des courbes, si vous voulez, qui donne le même vecteur. Donc c'est la définition. Il n'y a pas grand-chose d'autre à en dire. J'en ai peut-être déjà dit trop, mais je voulais vraiment vous faire voir que c'est exactement la même idée dans une autre perspective. C'est-à-dire que l'idée sous-jacente, c'est la dérivée directionnelle d'une fonction, donc dans une certaine direction. Et donc un vecteur, c'est quelque chose qui fournit la dérivée directionnelle de f, et df, c'est un truc qui, si on lui donne un vecteur, ça donne la dérivée directionnelle dans la direction de ce vecteur. D'accord? Donc voilà, la définition c'est ça, c'est df de v, c'est v de f. Alors, ce qu'on voit, c'est que donc df est un élément de t étoile pm. Alors, pour l'instant, j'ai juste montré que c'était un élément enfin, c'est quelque chose qui prend tpm et qui fait un nombre. OK. Pour que ce soit vraiment un élément de t étoile pm, il faut que ce soit une fonction linéaire, que ça fasse ça de façon linéaire. Mais c'est évident que ça le fait de façon linéaire, parce que si j'applique df à la somme de deux vecteurs, v plus w, ou v plus même lambda fois w, qu'est-ce que ça donne? Par définition, ça donne v plus lambda w appliqué à f, où lambda est c'est pas un paramètre de la courbe, hein, c'est juste on a pu l'appeler alpha, un réel. Donc vous voyez que je peux faire des combinaisons linéaires de fonctions, et ça donne quoi? Df de ça, ça donne v, voilà, donc ça donne... Et ça, c'est l'addition et la multiplication par un scalaire dans TPM. Hein, parce que vous additionnez des vecteurs et vous multipliez des vecteurs par des nombres, en l'occurrence des réels, c'est un R espace vectoriel. Et donc, par définition de ces additions et multiplications par un scalaire dans TPM, ceci est évidemment égal à V de f plus lambda W de f. Et donc, c'est df appliqué à v plus lambda df appliqué à w. Bon, c'est une évidence. Hein. Voilà, donc c'est bien une forme linéaire sur TPM, et ça définit le gradient de la fonction f. Bon, très bien. Alors, on sait déjà que T étoile PM est un espace de dimension n, et donc on serait intéressé par identifier des bases, si possible des bases pratiques. Alors, on a déjà une base de TPM associée à une certaine carte UX, on l'a rappelé, c'est D sur DXI P, les N D sur DXI P. Eh bien, ce serait pas mal si on trouvait, si on trouvait voilà, une base de T étoile PM associée aussi à la carte
UX à une carte donnée, après on peut changer de carte et donc changer de base, évidemment, eh bien, et si possible, si on pouvait trouver la base duale, ce serait pas mal. Eh bien, il se trouve que la base duale de cette base-là, elle est tout à fait naturelle aussi. En fait, théorème, mais c'est un théorème qui va prendre une ligne, théorème, la base duale de celle-ci, je vais l'appeler, je l'appelle B indice X, voilà, la base formée à partir de la carte X, la base duale de B indice X est, je vais la noter B étoile X, c'est une notation comme ça qui me passe par la tête, mais peu importe, eh bien, il se trouve que c'est la base des DXI. Ah, j'aurais dû dire, enfin, ça, dans un premier temps, c'est pas mal de dire que c'est DF au point P. Bon, ça va de soi parce qu'on est dans TPM et étoile PM, mais, enfin, je ne vais pas le renoter à chaque fois, mais après, juste après ça, on va traiter les champs de vecteurs et les champs de covecteurs sur l'ensemble. Donc, il y aura des vecteurs en chaque point, et puis des covecteurs en chaque point, etc. Donc, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, je le note précisément ici. C'est la dérivée au point P, et ça, c'est le gradient au point P. Donc, pareil, pour i égale 1 à n. Donc, ce dxi, là, ce n'est pas un déplacement de x, c'est le gradient d'une fonction particulière qui est la fonction im coordonnée. Donc, les fonctions coordonnées sont définies sur la variété, enfin, en tout cas, sur l'ouvert associé à la carte. En chaque point de la variété, vous avez un point P, bien par la carte, dans un certain U ici, par la carte UX, vous allez dans Rn, et donc vous avez un x1, x2, xn, je vais mettre xi là, et oui, donc vous avez les coordonnées du point P qui sont x1 de P, etc., xn de P. Donc en chaque point, et ça c'est un nombre réel évidemment, c'est des coordonnées. Donc les xi sont des fonctions définies sur la variété. Donc c'est des fonctions C infinies sur M, elles sont C infinies évidemment puisque les cartes sont différenciables. Et donc vous pouvez en prendre le gradient. Donc ça c'est vraiment le gradient de la fonction coordonnée, de la fonction im coordonnée. Donc ça vaut ce que ça vaut, c'est-à-dire ce que dit la définition, et la définition dit que donc dxi, par définition, dxi au point P appliqué à f, pour toute f dans C infini de m, bah c'est, pardon, ah, oui c'est ça, pardon, pas appliqué à f, appliqué à un vecteur, excusez-moi, appliqué à un vecteur v, donc pour tout v dans TPM, pardon, dxi appliqué à v, par définition, c'est v appliqué à xi. D'accord? Définition du gradient. Donc, faisons-le. dxi appliqué à d sur dxj au point P, à chaque fois au point P. Donc ça, c'est le gradient de la fonction xi appliqué à un vecteur particulier, c'est un vecteur parmi d'autres, c'est un des vecteurs de la base associée à la carte x. Eh bien, dxi appliqué à d sur dxj, bah, par définition, c'est le vecteur d sur dxj au point P appliqué à la fonction xi. OK? Alors, vous rappelez la signification de ça, c'est donc c'est djm de xi rond x moins 1, par définition de ce symbole, mais ça on l'a déjà vu, et ça fait évidemment delta ij. D'accord?
C'est-à-dire, enfin, vous pouvez l'écrire tout simplement comme à notre habitude. On l'a déjà montré que ça vérifiait la façon ordinaire de calculer dérivée partielle. La dérivée partielle d'une coordonnée par rapport à une autre coordonnée, c'est 0, et par rapport à elle-même, évidemment, ça fait 1. Donc, il est évident, en fait, que le gradient de xi appliqué au vecteur d sur dxj, c'est delta ij, et bien c'est la définition de la base duale. Donc, le théorème est démontré. La base duale des d sur dxi, c'est les dxi. Enfin, des ronds sur des ronds xi, c'est les dxi des droits. Voilà, c'est le gradient. Donc, c'est très beau. Et il n'y a pas grand-chose d'autre à en redire. Alors, maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe si je change de carte. Donc, si je change de carte, je change de base. Ça ne va plus être les d sur dxi, mais les d sur dyi. Du coup, la base duale, ça va être une autre base duale, mais on sait déjà ce que ça va être. Ça va être les dyi, justement. Donc, on va voir comment passer d'une base à l'autre, si on veut. Alors, je refasse là. Donc, on a déjà vu comment passer des d sur dxi au d sur dyj. Donc, je vais le faire comme ça. Donc, d sur dyi, c'est donc dxj sur dyi, d sur dxj, point P à chaque fois. Voilà. Ça, c'est le changement de base de la base de l'espace vectoriel TPM, est associé à ça, on le sait déjà puisqu'on l'a fait dans l'étude générale, que forcément, donc si on passe à la base duale, la nouvelle base duale, qui est donc dyi, point P, elle s'obtient à partir de l'ancienne base duale par la transformation inverse. Et donc ça va être dyi sur dxj au point P dxj, toujours au point P. Voilà le changement de base de T étoile PM, donc de la base duale. Et vous reconnaissez ici une formule qui rappelle qui est identique à ce à quoi on est habitué en analyse réelle, quoi. Enfin, la différentielle d'une fonction, je mets tous ces termes entre guillemets, puisque justement on est sorti du cadre habituel où les dx représentent un déplacement le long de x, etc. Mais la différentielle de y, c'est dy sur dxi, dxi. Voilà. J en l'occurrence, bref. Ok, c'est superbe. Alors on peut le montrer directement, peut-être je vous laisse le faire en exercice, mais là j'ai simplement récupéré l'étude qu'on a faite. Oui. Est-ce que c'est par définition que les indices sont contravariants ici ou c'est... Je parle même en fait avant dans la définition. Ah oui, pourquoi je les note en haut? Alors justement, je les note en haut parce qu'ils sont, parce que donc ça c'est des vecteurs de T étoile PM, donc c'est ce qu'on avait appelé les covecteurs. Ils sont contravariants. On l'a vu dans l'étude générale dans notre annexe. Les vecteurs de la base duale se transforment à l'inverse des vecteurs de... Ouais. Tout simplement parce que on l'avait mis comme ça, epsilon j appliqué à EI égale delta JI. Si on multiplie ces vecteurs par 2, il faut diviser cela par 2 pour rester 1. Et de la même façon, si on les tourne dans un sens, il faut tourner les autres dans l'autre sens. Donc en fait, toute transformation qu'on fait là-dessus doit être faite à l'inverse ici. Donc si on dit que ça, c'est... Enfin voilà, donc ça contravarie par rapport à ça. Donc les indices en haut. Maintenant,
Donc ça, c'est vrai, on le voit sur les vecteurs de base. Maintenant, les composantes d'un covecteur, c'est-à-dire d'une forme linéaire, d'un élément du dual, dans la nouvelle base, comment se déduisent-elles des composantes dans l'ancienne base? Avec des composantes covariantes, comme tous les covecteurs. On l'a vu encore une fois dans le cas général, donc en particulier pour cet espace vectoriel, mais c'est vrai pour tous les espaces vectoriels. Donc, soit oméga, une forme linéaire dans T étoile PM, eh bien, puisque les DXI forment une base, donc il existe un unique ensemble oméga 1, oméga 2, etc., oméga n, et je vais noter oméga x, oméga x de oméga xn, tel que oméga est en fait oméga, je ne sais pas si je mets le x en haut, ouais. Oméga i dxi. Okay. Somme sur i de 1 à n. C'est simplement, je décompose un élément de T étoile PM sur les éléments de la base. OK, donc il existe, c'est la définition d'une base, très bien. Et de la même façon, il existe un unique oméga y, donc de nouvelles composantes, les composantes dans la base y, telles que oméga soit aussi égal à oméga j x, oméga y j d y j. Ok, c'est juste développé sur une autre base. Quelle est la relation entre les composantes? C'est les composantes covariantes cette fois, comme toutes les composantes des éléments d'un espace dual. Mais on peut le voir directement, par exemple, en remplaçant justement ce que vaut dyj à partir des xi. Donc, si je reprends la dernière ligne ici, j'ai oméga qui vaut oméga, je vais mettre di, oméga i dans la base y, dyi. Et maintenant, si je remplace dyi par ce que ça vaut, eh bien, je vois que ça me fait donc oméga i dans la base y, dy sur dx, j, dx, j. Et ça, par définition, c'est oméga j, c'est le coefficient devant dxj, oméga j dans la base x. Voilà. Et donc, on a oméga i dans la base y qui vaut... pardon, j'ai fait une erreur. Ah non, oui, dans la base x, pardon, c'est ça. Oméga i dans la base x qui vaut dyi sur dxj oméga... Non, je suis perdu. Ça, c'est le x, oui, qui vaut... Oui, c'est ça, pardon, excusez-moi, je n'arrive même pas à lire la ligne du dessus, là. Oméga... Ah, oméga y... J'ai juste recopié ça, pardon. Je sais pas... À gauche, c'est un j. Et à gauche, c'est un j. Oui, c'est l'oméga... Oui. Il suffisait juste de recopier la ligne, pardon, je suis parti ailleurs. OK, merci. Oméga j... Enfin, ce truc-là égale ce truc-là. C'est tout ce que je voulais écrire, d'accord? Et donc, vous voyez qu'effectivement, les oméga j, les composantes, mais c'est vrai pour tous les covecteurs, donc évidemment, c'est vrai dans ce cas particulier, j'ai presque honte de le réécrire à nouveau, mais vous voyez que c'est bien covariant, hein, puisque ça se transforme comme les vecteurs eux-mêmes. Comme les... Ah!
Oui, oui, parce que là, c'est y en fonction de x, et là, c'est x en fonction de y. Mais, ok. C'est bien covariant, évidemment. Hein. À nouveau, l'autre façon, toujours le même truc. Hein. L'indice est en bas, donc la nouvelle base doit être en bas. C'est ça covariant. Bon, ben voilà, c'est tout. Alors, si, dernière chose, vous vous rappelez comment on extrait la composante d'un covecteur comment on extrait la composante d'un covecteur dans une certaine base? Enfin, dans la base duale d'une certaine base. Eh bien, simplement en appliquant, donc rappel aussi, parce que on l'a vu de façon totalement générale, c'est évidemment vrai aussi dans ce cas-là, oméga i dans la base x, par exemple, ce n'est rien d'autre que oméga appliqué à d sur dxi. D'accord? Si on applique la forme linéaire à un vecteur de base, on obtient la composante dans la base duale, la composante le même numéro. Donc si on l'applique au troisième vecteur de base, on obtient la troisième composante de la base duale. À nouveau, c'est évident, hein, parce que oméga, par définition, c'est oméga j dxj. Et si on applique tout ça à d sur dxi, bah, les dxi, les dxj appliqués à d sur dxi, c'est delta ji. Donc ça fait oméga x j delta ji, et donc c'est oméga i x. Bref, tout ça, ça marche à tous les coups, parce que ça marche dans le cas général. Ok, donc voilà comment on extrait la im composante d'une forme linéaire. On l'applique au vecteur de base. Pendant qu'on y est, je rappelle comment, à l'inverse, on extrait la im composante d'un vecteur dans une base donnée. Hein, donc si v égale vi d sur dxi, développement sur la base des x. Comment on extrait oméga i? Eh bien, en appliquant la im, le im élément de la base duale. D'accord? Hein, donc, si je fais dxj appliqué à v, d'accord? Eh bien, je vais avoir vi dxj appliqué à d sur dxi, et ça par définition c'est delta ji. Donc j'ai vj. Voilà. À nouveau, on l'a vu dans le cas général, évidemment ça s'applique au cas particulier. Pour avoir la jm composante d'un vecteur, on applique le jm élément de la base duale. Pour avoir la im composante d'un covecteur, on le fait agir sur le im vecteur de la base. Bon, je crois qu'on en a dit assez. Ok. Oups. Ok, ben, il nous reste à définir les tenseurs. Maintenant, on procède exactement comme on l'a fait dans l'annexe sur G multilinéaire. On a l'espace vectoriel, on a l'espace vectoriel dual, et après, on peut avoir les tenseurs de n'importe quel rang sur l'espace initial. J'efface quoi? J'efface là, peut-être. Donc, n plus 1, là. Je ne sais pas où on en était. Tenseur de rang RS sur TPM. Alors, c'est défini exactement comme on l'a fait dans le cas général pour les tenseurs de rang RS sur un espace vectoriel V quelconque.
par définition, donc un tenseur de rang RS sur TPM, c'est une application multilinéaire de T étoile PM, croix, etc., T étoile PM, donc R copie de T étoile PM, croix TPM, croix, TPM, S fois. Dans R. Multilinéaire. Voilà, autant de fois que linéaire dans toutes les variables, enfin, dans toutes les entrées. Ok, donc ça prend oméga rho, etc., sigma, virgule, UV, etc., W, et ça donne T. Donc si c'est un tenseur de rang RS, T, ça donne T de ça. De façon multilinéaire, c'est-à-dire que si oméga, je l'écris comme oméga i, donc je le développe dans la base duale d'une certaine base, enfin associée à une carte. Donc dans la base de T étoile PM associée à une carte X, donc je vais avoir oméga i dxi ici. Ici, je vais avoir rho j dxj, etc., sigma k dxk, et puis u, je le développe toujours sur la base en question, donc ça va être, je vais le noter, u a d sur dxa, v, ça va être v, b, d sur dxb, etc., w, c'est w, c, d sur dxc. On ne sait plus quel indice prendre, mais bon, voilà. Et par multilinéarité, ceci est égal à oméga i rho j sigma k u a v b w c t de dxi dxj, etc., dxk, virgule, d sur dxa, d sur dxb, virgule, d sur dxc, je sais plus où j'en suis. Voilà, et ça, ce truc-là, ce sont les composantes du tenseur dans la base des d sur dxi pour TPM et la base duale des DXI pour T étoile PM. Et donc ça se note T, I, J, etc., K, et en dessous A, B, etc., C. Voilà. Donc toujours par multilinéarité, évidemment, on peut représenter un tenseur par ses composantes dans la base naturelle, les composantes étant rien d'autre que le tenseur appliqué au vecteur de base. Donc c'est exactement comme ici, les composantes d'une forme linéaire, c'est la forme linéaire appliquée au vecteur de base. Donc ça, c'est un cas particulier de ça, puisque finalement, oméga, c'est juste un tenseur de rang 0, 1, une forme linéaire. D'accord ? Donc ça, c'est un cas particulier de ça, mais voilà, c'est toujours la même formule. Par multilinéarité, vous pouvez caractériser entièrement un tenseur par l'image, par son action sur les vecteurs de base. Alors, de TPM et de T étoile PM, avec autant de vecteurs et de covecteurs que ce qui est dicté par son rang. Donc S vecteur, R covecteur. Bon, ben voilà. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire. Donc, c'est la fin de ce chapitre. Et on va démarrer le chapitre 4, où maintenant, on va faire... Donc, on va regarder des champs de vecteurs, des champs de covecteurs, des champs de tenseurs.